Bien, on va commencer tout doucement. Bienvenue à tout le monde, donc je l'ai déjà dit. Nous entamons cette année avec un événement dans la formule 90 minutes pour la mobilité. On a décidé de consacrer ce webinaire à tout ce qui change en matière de mobilité en 2025 et vous verrez, il y a pas mal de choses qui changent en termes de fiscalité, de réglementation, d'indemnité, de tarification, etc. Donc on va faire un peu le topo. Le webinaire est enregistré. Vous pourrez le revoir plus tard sur notre site internet. Petite remarque, si vous voulez bien couper vos micros pour ne pas déranger les intervenants, ce serait sympa. Merci beaucoup. Donc, le webinaire sera enregistré. Vous allez recevoir en tant que participant les présentations. Le webinaire enregistré sera visible avec un petit résumé de ce qui a été dit sur notre site internet. Il y aura un article à ce sujet. Nous referons un article sur la question dans la prochaine édition du Dynamisme, qui est la revue de Act for Wallonia. Donc comme ça, vous aurez toutes les informations. Et pendant toute la durée de ce webinaire, il y a un chat à votre disposition. Nos deux interlocutrices de groupe S répondront à vos questions, peut-être même en direct. Et vous aurez aussi, comme vous allez le voir tout de suite dans le programme, vous aurez la possibilité de leur poser des questions après leur présentation. Donc, l'Indiana Islami et Donatien Knipping, deux groupes S, vont vous présenter tout ce qui change en 2025 en matière de fiscalité de la mobilité. Donc, c'est un sujet parfois un peu complexe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat et elles vous répondront au fur et à mesure ou après. S'il y a plusieurs questions qui reviennent un peu les mêmes, alors à ce moment-là, on en parlera après. Et puis, ma collègue Béatrice Comens reprendra la parole pour toutes les autres nouveautés en matière de mobilité et on terminera par les prochains rendez-vous de la cellule mobilité. Alors, pour commencer, simplement trois slides de présentation pour nous. Donc, la cellule mobilité, nous faisons partie de Act for Wallonia. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Act for Wallonia existe depuis le mois de septembre officiellement et c'est une alliance entre l'Union wallonne des entreprises et les 5 chambres de commerce et d'industrie de Wallonie. Nous représentons 40 fédérations qui sont membres chez Act, soit à peu près 80 000 entreprises en Wallonie. La mission de Act est une mission surtout de lobby. En termes de vision stratégique, on a beaucoup participé à l'élaboration de la vision du prochain gouvernement wallon, à tel point que notre CIO est devenu ministre. Il y a aussi un rôle de lobbying en matière de priorité pour les entreprises. On remet des avis sur des réglementations, des projets législatifs, etc. Il y a aussi un autre volet très important qui est la promotion de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et puis, Act fait du conseil aux entreprises au travers de 6 cellules conseil, dont la cellule mobilité. Mais nous avons aussi des cellules environnement, développement durable, recherche et développement, stage en entreprise et le projet Teaching STEAM qui concerne une promotion des filières liées aux métiers STEAM, c'est-à-dire sciences, technologies, engineering, mathématiques, etc. Alors, la cellule mobilité existe depuis 23 ans maintenant et elle relève d'un partenariat entre le gouvernement wallon et Act for Wallonia, à l'époque Union wallonne des entreprises. Notre mission, comme c'est un partenariat entre le gouvernement wallon, nous sommes entièrement financés par la région pour promouvoir au sein des entreprises une gestion durable de la mobilité des personnes et des marchandises. Alors, notre mission, évidemment, c'est de répondre aux questions des entreprises en matière de mobilité et de relayer auprès des entreprises wallonnes les grands axes de la politique du gouvernement wallon en matière de mobilité. Tout se tient. Notre rôle est d'informer, de conseiller et de faciliter. Alors, voici une slide qui résume nos grands axes d'activité. Le premier, c'est tout ce qui concerne la gestion de la mobilité. Nous sommes un helpdesk, donc vous pouvez sans hésitation nous contacter dès que vous avez dite vélo spécifique. Nous travaillons au sein de la, comment dirais-je,
Nous travaillons aussi, nous faisons de la gestion collective de parcs d'activités. Il y a le programme Tous Vélo Actifs, le PME by Coaching, qui est un nouveau produit pour tout ce qui est accompagnement en vélo dans les PME. Et puis, il y a l'intermodalité des marchandises sur lequel nous allons davantage travailler dans le futur. À côté de ça, il y a un gros volet formation avec la formation Mobility Manager. Béatrice en parlera tout à la fin de cette matinée. Les réunions du réseau Mobility Manager, des formations aussi spécifiques au vélo quand on est dans les programmes Tous Vélo Actifs ou PME by Coaching. On a aussi toute une série un autre axe, ce sont les séances d'information et vous en suivez une pour le moment. Il y a ensuite les outils qu'on développe, notamment les 50 fiches actions pour la mobilité de votre entreprise. On a un tableau de la mobilité, vous pouvez répondre à quelques questions sur notre site web et on vous fait un dashboard de votre situation en matière de mobilité. Nous animons la fresque de la mobilité, etc. Puis, nous avons un rôle d'expert. On donne des avis, on participe à des groupes de travail, on participe à des jurys, etc. Et puis, il y a tout le volet communication avec notre site web, avec des articles dans la revue Dynamisme, avec l'organisation de la semaine du défi mobilité des entreprises pendant la semaine de la mobilité, etc. Voilà un petit peu tout ce que nous faisons à la cellule. Maintenant, je n'arrive plus à... Ah voilà. Tout ça, on est 6 dans l'équipe pour pouvoir le faire. Donc, c'est pas mal de taf et c'est une belle équipe. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lindiana Islami et Donatien Knipping, qui sont juristes fiscalistes chez Groupe S et qui vont nous parler de la fiscalité de la mobilité, tout ce qui change en 2025. Je vais arrêter ma présentation pour... Est-ce que ça marche? Madame Pirard. Oui. Super, moi je vais partager la nôtre du coup. Voilà. Un petit instant. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez tous la présentation. Alors bonjour tout le monde. Déjà merci à Acte de nous accorder sa confiance aujourd'hui et bien pour partager avec vous les dernières nouveautés sur un sujet qui est quand même assez captivant, c'est la mobilité. Alors c'est avec plaisir que Donatien Knipping et moi-même, donc Lindiana Islami, co-animerons cette session d'information. Alors Donatienne et moi sommes en fait juristes au groupe S. Donc le groupe S, c'est un secrétariat social, mais qui a aussi pour ambition d'être vraiment un point de contact unique pour toutes les questions en matière de ressources humaines. Et Donatienne et moi, eh bien aujourd'hui, notre objectif, c'est de... Hop, pardon, j'ai un petit souci avec mon slide qui ne s'affiche pas. Tu vois mon slide? Bon, c'est pas grave. Il est blanc, oui, c'est ça. Désolée, il y a un petit bug, un petit bug avec notre slide, mais ça ne fait rien. Concrètement, notre projet aujourd'hui, eh bien, c'est tout d'abord de vous faire part de tous les changements qui sont à prendre en considération en 2025 en matière de mobilité. On dira également un mot sur les prochaines nouveautés et on terminera par un petit récapitulatif concernant les prochaines échéances dont il faut tenir compte. Alors, ici, sur la slide suivante, vous voyez en fait toutes les nouveautés qu'on compte aborder avec vous aujourd'hui. Donc, il y en a quand même quelques-unes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous constaterez que la plupart sont déjà entrées en vigueur. Donc, ce sera ici pour nous l'occasion de faire le point, mais je ne vais pas spoiler. Je vais laisser tout de suite la parole à Donatienne afin qu'elle puisse entrer dans le vif du sujet à ce propos. Voilà. Merci Lindiana. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, au niveau des nouveautés déjà en vigueur, le premier point que moi je vais aborder avec vous concerne le vélo d'entreprise et l'indemnité vélo. Alors, simplement, pour remettre un petit peu le contexte, au niveau des fiches fiscales, vous savez qu'il y a eu un élargissement des obligations depuis l'année d'imposition
2023, donc année de revenu 2022, et qu'à présent, il faut être beaucoup plus précis et il faut bien indiquer les différents frais, etc. Donc, il y a des mentions supplémentaires qui doivent être indiquées sur la fiche fiscale. Et à présent, à partir de l'année de revenu 2024, donc pour la fiche fiscale qu'on va établir ici au plus tard février 2025, on va voir qu'il y a encore des obligations supplémentaires puisqu'on doit renseigner la valeur de l'avantage qui consiste en la mise à disposition d'un vélo d'entreprise, et on doit également indiquer les indemnités vélo. Mais donc, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail, simplement pour vous rappeler, pour que ce soit bien clair dans votre esprit, lorsque l'on met un vélo à disposition d'un travailleur, donc un vélo d'entreprise, en principe, pour autant que le travailleur utilise bien ce vélo pour ses déplacements domicile-lieu de travail, je vais revenir sur cette notion aussi, mais en principe, s'il répond à cette condition, il y a une exonération. Donc, l'avantage que représente la mise à disposition de ce vélo ne doit pas être soumis à l'impôt. Alors, pour déjà cette notion de utiliser le vélo pour son trajet domicile-lieu de travail, qu'est-ce que cela signifie? Concrètement, ça ne veut pas dire que le travailleur doit exclusivement... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Excusez-moi. Je vous remercie. Donc, au niveau, quant aux critères d'utiliser son vélo pour le trajet domicile-lieu de travail, ça ne veut pas dire que ce vélo doit être le seul moyen de transport pour les trajets domicile-lieu de travail, ni que le travailleur doit utiliser son vélo quotidiennement, mais il faut que le travailleur utilise de manière occasionnelle même, mais il faut qu'il utilise de temps à autre son vélo pour son déplacement domicile-lieu de travail. Si cette condition est remplie, et si, à présent, le travailleur opte pour la déduction des frais forfaitaires, dans ce cas-là, il y aura bien une exonération sur le plan fiscal pour la mise à disposition de ce vélo. Néanmoins, et c'est ça qui va changer, mais à partir de maintenant, vu qu'il y a cette condition supplémentaire qui consiste dans le fait que le travailleur opte pour la déduction forfaitaire des frais professionnels, ce qui va se passer, c'est que si jamais, au moment d'établir l'impôt, l'administration fiscale se rend compte que le travailleur opte pour une déduction des frais réels et pas des frais forfaitaires, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, il va y avoir une imposition sur cet avantage que représente la mise à disposition d'un vélo. Raison pour laquelle il faut déjà, dès maintenant, indiquer sur la fiche fiscale la valeur réelle de cet avantage, même si ça ne change rien au niveau du précompte et même si ça ne va rien changer pour le travailleur qui opte pour les frais forfaitaires. Alors, du coup, l'administration fiscale ici n'a pas fait comme pour les voitures de société où on a une belle formule pour déterminer la valeur de l'avantage, mais par contre, il y a des scénarios sur le site du SPF Finance ou des indicateurs qui permettent quand même de déterminer une méthode pour évaluer la valeur réelle, parce que c'est vrai que de manière générale, on dit toujours, la valeur réelle d'un avantage, c'est quoi? C'est finalement l'économie réalisée par le travailleur pour jouir de cet avantage, donc ce qu'il ne dépense pas quelque part pour jouir de cet avantage. Mais avec ça, on n'est pas forcément fort avancé. Donc ici, quand on regarde un petit peu les scénarios qui sont proposés sur le site du SPF Finance, une des méthodes qui serait tout à fait acceptable serait, si le vélo fait l'objet d'un leasing, eh bien, de tenir compte du coût du leasing. Ainsi, on va tenir compte non seulement de la valeur du loyer, mais aussi de l'assurance, s'il y a un contrat d'assurance, un contrat d'entretien, etc. Donc, on a quelques indicateurs. Si maintenant le vélo est acheté par l'employeur et mis à disposition, on pourrait quand même, selon ce qui est mis à disposition, donc juste le vélo ou de nouveau une assurance, un entretien, etc., on pourrait également se référer à un leasing pour un service équivalent, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes qui sont acceptables, mais donc ce qui est très important, c'est qu'à partir de maintenant, la valeur réelle de ce vélo va devoir être reprise sur la fiche fiscale. Alors, autre point, c'est l'indemnité vélo. Alors, simplement, l'indemnité vélo, vous savez qu'il y a un montant maximal qui est exonéré. Le montant maximal depuis le 1er janvier 2025, il est de 36 cents par kilomètre. Et alors, on a aussi un plafond annuel. Donc, pour pouvoir être exonéré, quand un travailleur reçoit
une indemnité vélo, il faut non seulement que le montant ne dépasse pas ces 36 cents par kilomètre, mais il faut en outre que sur le plan annuel, on ne dépasse pas le montant de 3 600 €. Alors, ce plafond annuel, attention que sur le plan fiscal, c'est quelque chose qui va être examiné par travailleur et par an, alors que sur le plan social, c'est vraiment par employeur, par année, par travailleur. Alors, sur le plan fiscal, ça veut dire que si un travailleur a plusieurs employeurs, chaque employeur, lui, s'assure de ne pas dépasser le montant, mais si dans les faits, on se rend compte qu'au final, le travailleur a dépassé le plafond annuel parce qu'il a reçu une indemnité de ses différents employeurs, eh bien, de nouveau, au moment d'établir l'impôt final, ben là, il y aura une imposition sur le surplus. Mais donc, ça, c'est uniquement à l'impôt final. Alors, par rapport à ce montant maximum exonéré de 36 cents par kilomètre, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, tous les employeurs qui octroient une indemnité doivent octroyer ce montant maximum exonéré? Non. Concrètement, il faut toujours aller voir, première chose, ce qui est prévu dans les CCT sectorielles ou CCT d'entreprise existantes. S'il y a une CCT sectorielle ou une CCT d'entreprise qui renvoie pour l'indemnité au montant maximum exonéré, eh bien oui, alors depuis janvier 2025, automatiquement, le montant passe à 36 cents par kilomètre. Par contre, si la CCT, qu'elle soit sectorielle ou d'entreprise, renseigne un montant fixe, dans ce cas-là, le montant fixe continue à s'appliquer et il n'y a pas d'obligation d'octroyer le montant maximum exonéré. Si maintenant il n'y a pas de CCT, ni sectorielle ni d'entreprise, ben là je vous rappelle que depuis 2023, il y a une obligation quand même pour tous les employeurs d'octroyer une indemnité vélo. C'est prévu par la CCT numéro 164, qui est une convention collective interprofessionnelle. Et là, il y a dans cette CCT une indemnité minimale qui est prévue. Et cette indemnité minimale, ben, elle est également majorée. Et donc ici, au 1er janvier 2025, elle passe à 29 cents par kilomètre. Dernière chose que je trouvais encore importante à signaler avant de clôturer ce point sur les vélos, au niveau de l'employeur, si l'employeur décide d'octroyer, d'augmenter l'indemnité vélo, eh bien, il va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt et ce jusqu'à fin pour les indemnités calculées jusqu'à fin 2026 et qui sont octroyées jusqu'à fin 2027. En sachant par contre que si l'employeur bénéficie du crédit d'impôt en raison de l'augmentation facultative de cette indemnité vélo, ça aura un impact sur la déduction pour frais professionnels, puisque là, ça va être limité à la partie pour laquelle il n'y a pas eu de crédit d'impôt. Voilà. Dernière petite chose que je ne vous ai pas signalée, je reviens juste sur le point précédent, par rapport à l'obligation de renseigner le vélo d'entreprise sur la fiche fiscale, ça ne concerne pas les vélos qui seraient choisis par le travailleur dans le cadre du budget mobilité. Là, c'est tout à fait autre chose. Donc, c'est vraiment les vélos octroyés par l'entreprise hors budget mobilité, soit octroyés purement et simplement, je vais dire, soit octroyés dans le cadre d'un plan cafétéria ou d'une conversion salariale. Voilà, je te laisse la main, Liliana. Merci Donatienne. Alors avant de commencer la question du verdissement des voitures de société, j'avais juste une petite question. Je ne sais pas si peut-être Xavier, vous pourriez l'afficher. Super, merci. Donc ici, une petite question pour vous avant qu'on entre sur la question du verdissement des voitures. Donc à partir de quand est-ce que les voitures de société doivent-elles être neutres en carbone? À partir de 2025, 2026 ou 2027? Vous pouvez voter ici directement sur le sondage. Si vous ne parvenez pas à voter, si vous avez un souci avec Teams ou autre, n'hésitez pas à directement indiquer votre réponse dans le chat. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je vous laisse encore quelques petites secondes. Alors, je vois qu'on a déjà pas mal de réponses qui arrivent. Donc, en fait, ici, eh bien, hop, voilà. La réponse était en fait 2026. Donc, le gouvernement précédent en fait a pris toute une série de mesures afin de favoriser le verdissement du parc automobile. Et en fait, ce qu'il y a de particulier par rapport à ça, c'est qu'il faut distinguer les mesures fiscales et les mesures sociales. Alors, au niveau des mesures sociales, eh bien, hop, voilà.
Je vais d'abord commencer par la question sur l'ATN et sur le coefficient CO2. Donc, comme vous le savez probablement, le principe, c'est que quand le travailleur dispose d'une voiture de société qu'il peut utiliser à des fins privées, eh bien, il en résulte un avantage dans son chef. Pour calculer cet avantage, il faut utiliser une formule spécifique. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un coefficient CO2 sur 6/7 de la valeur catalogue du véhicule, après quoi il va être procédé à une correction en fonction de l'âge du véhicule. En 2025, l'ATN pour les véhicules ne peut pas être inférieur à 1 650 €. Alors, ce taux d'émission de CO2 de référence, il est en fait fixé chaque année par arrêté royal et il est calculé sur la base des émissions moyennes des véhicules nouvellement immatriculés. C'est ce qui apparaît ici sur le slide que je vous présente. Donc, comme vous le voyez, il y a un pourcentage de base, donc qui est en fait de 5,5, qui est augmenté ou diminué en fonction du taux d'émission de CO2 de la voiture. Alors, ici, vous le voyez, pour 2025, l'émission de référence est connue. Donc, pour les voitures essence, GPL, gaz naturel, il s'élève à 71. Pour les voitures diesel, il s'élève à 59. Et en fait, le principe, c'est que ce pourcentage ne peut jamais être inférieur à 4% ni supérieur à 18%. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, que pour les voitures électriques, il s'élève à 4%. Alors ça, c'est donc pour l'émission de CO2. Donc je vous le disais, ici, en réalité, le coefficient CO2 a légèrement diminué par rapport à 2024. Ça entraîne une légère augmentation de l'avantage en nature en fait, qui est calculé dans le chef du travailleur. Alors pour illustrer mon propos, vous voyez ici sur les slides que je vous ai mis un exemple pour un véhicule diesel d'une valeur catalogue de 35 000 € avec un taux d'émission de CO2 de 120 grammes par kilomètre. Vous voyez que en 2024, pour ce véhicule, il y avait un ATN de 3 300 € par an. En 2025, cet ATN passe à 3 480 € par an du fait, comme je vous disais, de l'augmentation de ce coefficient qui est passé, de ce taux de référence qui est passé de 65 à 59. Donc ça, c'était pour l'ATN. Donc ça me semblait important déjà de revenir sur ce principe. Mais ça me permet d'aborder en fait les deux mesures de verdissement qui ont été adoptées sur le plan social et qui concernent alors tous les véhicules acquis à partir du 1er juillet 2023. Alors, la première mesure, ça concerne la cotisation de solidarité CO2. Celle-ci est augmentée progressivement depuis le 1er juillet 2023. Donc, en fait, vous voyez ici, cette cotisation de solidarité de CO2, en fait, depuis le 1er juillet 2023, elle est multipliée par un facteur de multiplication. Depuis le 1er juillet 2023, ce facteur de multiplication s'élève à 2,25 et depuis le 1er janvier 2025, il faut noter que ce facteur de multiplication est en fait passé à 2,75. Donc ici, on est dans la phase 2 en fait, de cette augmentation progressive. Et vous voyez qu'il y a d'autres phases qui sont attendues en janvier 2026 et en janvier 2027. Donc voilà, ça c'est bien de le garder à l'esprit. Deuxièmement, il y a aussi une augmentation de la cotisation minimale de solidarité. Donc ça, c'est la cotisation qui s'applique notamment aux voitures de société électriques. Alors, elle aussi, elle est augmentée progressivement et en fait ici, on est dans la première phase d'augmentation. Donc jusqu'en 2024, jusqu'au 31 décembre 2024, ce montant non indexé était de 20,83 €. À partir de 2025, il s'élève à 23,41 € et vous voyez ici également d'autres phases d'augmentation sont attendues en 2026 et en 2027 pour arriver à partir de 2028 à 30,15 €. Donc voilà, ça c'était un peu ce que j'avais à vous dire par rapport au volet social concernant les mesures de verdissement qui ont été adoptées par le gouvernement. Je vais juste reprendre la main pour le point sur le verdissement au niveau fiscal. Donc, simplement, et là, c'est une année importante, 2025, par rapport à la déductibilité des véhicules thermiques. C'est-à-dire que pour les véhicules thermiques, qu'elles soient essence ou diesel,
qui sont achetées ou qui sont acquises, c'est le terme exactement utilisé, entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, il y a à présent une diminution progressive de la déductibilité maximale du véhicule. Ce qui veut dire que, en fait, à partir de 2025, on passe à 75%, 2026, 50%, 2027, 25%, et comme vous pouvez le voir sur le tableau, à partir de 2028, on ne pourra plus appliquer la déductibilité sur les véhicules thermiques. Alors, à côté de cela, il y avait aussi pour les véhicules avec un taux d'émission fort élevé, il y avait quand même jusqu'à présent toujours une déduction minimale qui s'appliquait de 50 ou 40% à partir de janvier 2025. Elle ne s'applique plus non plus. Donc ici, concernant les véhicules thermiques, on va aboutir en 2028 à une déduction équivalente à zéro. Alors, autre point, toujours dans le fameux cadre des voitures de société, c'est le point qui concerne le remboursement de l'électricité. Donc, simplement pour introduire, je voudrais vous rappeler la différence, pour qu'on soit bien au fait de ce dont on parle, je voudrais vous rappeler la différence entre la fourniture de l'électricité et le remboursement de l'électricité. C'est-à-dire que quand un travailleur bénéficie d'un véhicule électrique, si l'employeur lui fournit gratuitement l'électricité, on va calculer l'ATN que représente la mise à disposition de ce véhicule électrique, on va appliquer la formule et on ne va pas calculer d'ATN distinct pour la fourniture de l'électricité. De la même manière que ça se fait pour les voitures avec une carte carburant. On a un seul calcul ATN qui couvre à la fois le véhicule et, en l'occurrence ici, l'électricité. Quand je parle de fourniture d'électricité, je parle du cas où le travailleur va soit recharger son véhicule dans l'enceinte de l'entreprise, soit dans l'hypothèse où il bénéficie d'une carte qui lui permet d'aller se recharger, par exemple, à des bornes publiques, ou encore l'hypothèse où le travailleur aurait un système de charge qui est sur un contrat spécifique qui est directement pris en charge par l'employeur. À côté de cela, on a le remboursement d'électricité, c'est-à-dire que si le travailleur charge son véhicule chez lui et que l'employeur ensuite indemnise le travailleur pour la recharge électrique qu'il a effectuée, là on est sur un remboursement d'électricité. Normalement, dans l'hypothèse où il y a un remboursement, il devrait y avoir un calcul d'ATN pour les frais d'électricité qui se rapportent à un usage strictement privé ou un usage domicile lieu de travail. En pratique, on a quand même la possibilité de ne pas devoir déclarer un avantage distinct, mais il y a certaines conditions qui doivent être respectées. Premièrement, il faut qu'on ait une borne de charge ou un câble intelligent qui permette donc de communiquer à l'employeur le volume, la consommation exacte de l'électricité utilisée pour recharger le véhicule. Il faut ensuite que la car policy conclue entre le travailleur et son employeur prévoit le principe du remboursement de l'électricité. Et enfin, ce remboursement doit se faire sur base des frais réels. Et c'est là que ça se complique, puisque comment déterminer les frais réels de l'électricité pour un travailleur en sachant que au jour d'aujourd'hui, ça va varier, ça peut varier entre chaque personne, ça va être influencé par l'endroit où il se trouve, son contrat d'électricité, le fait d'avoir éventuellement des panneaux ou des choses comme ça. Donc il y a toute une série d'éléments et ça rend pratiquement impossible de fonctionner avec, de déterminer les frais réels. Donc, beaucoup d'employeurs jusqu'à présent fonctionnaient avec un montant forfaitaire, mais pour solutionner le problème, on a maintenant une circulaire fiscale qui a été publiée et qui accepte qu'on se base, en tout cas pour toute l'année 2025, sur le tarif officiel de la CREG. Donc, concrètement, on a un montant forfaitaire maximal par kilowattheure qui va être publié chaque trimestre. Alors, ce montant, il est déterminé sur base du prix commercial moyen de l'électricité, publié par la CREG. Il est donc défini, comme je l'ai dit, trimestriellement, et il est défini par région. Donc, selon qu'un travailleur soit en Flandre, en région Wallonne ou en région Bruxelles-Capitale, le montant maximal ne sera pas identique. Et pour déterminer ce montant trimestriel,
on tient compte en fait des forfaits d'une période précédente spécifique telle que désignée dans la circulaire. Donc pour vous donner un exemple, ici pour le premier trimestre 2025, le montant trimestriel est basé sur les montants fixés, publiés par la CREG pour les mois d'août à octobre 2024 et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est prévu pour une année, donc jusqu'à fin 2025. Pourquoi? Parce que l'idée, donc c'est vraiment une exception temporaire, parce que l'idée, c'est de se dire, fin 2025, il y aura à nouveau une évaluation. C'est un secteur qui évolue très vite. En fonction des nouvelles technologies qui vont arriver, peut-être qu'il y aura une possibilité de déterminer réellement le coût réel. Donc, peut-être que pas, et qu'à ce moment-là, il faudra prolonger ou republier une nouvelle circulaire fiscale similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je vous ai repris ici les montants des 3 régions. Donc, vous avez le montant maximal pour la région flamande, la région Bruxelles-Capitale et la région wallonne. Maintenant, l'employeur pourrait décider de ne pas faire de différence en fonction de la région d'où vient le travailleur, mais alors, bien entendu, il doit octroyer le montant le plus bas, puisque c'est un montant maximal, mais l'employeur peut bien entendu donner un montant moins élevé. Alors, autre point intéressant, c'est que l'ONSS est également aligné sur la circulaire fiscale, donc pas de cotisation sociale non plus sur ces remboursements. Je te laisse la parole. Merci Donatienne. Alors, on va désormais passer à un point différent. On va parler de l'indemnité kilométrique qui a été indexée au 1er janvier 2025. Donc en fait, le principe de l'indemnité kilométrique, c'est que quand on a un travailleur qui utilise son propre véhicule pour faire des déplacements professionnels, eh bien l'employeur peut lui rembourser les frais exposés pour cet usage. Alors, juste pour qu'on soit bien d'accord qu'on parle de la même chose, ici on ne parle pas des déplacements domicile de travail. On parle vraiment des déplacements professionnels, c'est-à-dire par exemple le travailleur qui, durant sa journée de travail, doit se rendre chez un client, mais qui, pour se rendre chez les clients, utilise son propre véhicule. Donc c'est bien de ça dont il est question. Alors, il y a une indemnité qui peut être octroyée au travailleur. Cette indemnité va pouvoir être exonérée sur le plan social et fiscal quand l'employeur en fait va se calquer sur les montants que l'État accorde aux fonctionnaires de l'État quand ceux-ci utilisent leur propre véhicule privé à des fins professionnelles. Alors initialement, ce montant, en fait, cette indemnité était indexée annuellement. Cela étant, en octobre 2022, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des fluctuations du prix du carburant qui étaient assez importantes et qu'il était difficile de les suivre. Donc, l'État a décidé en fait d'adapter son système d'indexation et suit désormais une indexation trimestrielle. Donc, l'indemnité kilométrique est désormais indexée trimestriellement et c'est ainsi que, depuis le 1er janvier 2025, pour le premier trimestre de 2025, l'indemnité kilométrique s'élève à 0,4290 € par kilomètre. Alors, parallèlement à cette indemnité kilométrique trimestrielle, il subsiste encore une indemnité kilométrique annuelle. Cette indemnité kilométrique annuelle, elle est fixée donc pour la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Donc ici, pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, elle s'élève à 0,44 € par kilomètre. Donc les deux sont tout à fait valables et continuent de coexister et sont indexés, mais suivent simplement un timing différent pour l'indexation. Alors vous pouvez peut-être vous demander finalement lequel est-ce que je dois suivre. La première chose à faire, c'est d'aller voir vraiment au niveau de votre secteur ce qui est prévu. Est-ce que votre secteur applique l'indexation annuelle? Dans ce cas-là, en général, il va renvoyer vers un arrêté royal de 1965. Ou est-ce que votre secteur suit une indexation trimestrielle? Dans ce cas-là, votre secteur renvoie alors vers un arrêté royal de 2017. Il se peut aussi qu'au niveau de votre secteur, il n'existe aucune obligation en ce sens. Dans ce cas, il faut vérifier s'il y a quelque chose de prévu dans le règlement de travail, dans une CCT conclue au niveau de l'entreprise ou encore s'il existe un usage au niveau de votre entreprise. Mais il faut vraiment juste garder à l'esprit que c'est possible de passer de l'un à l'autre quand il n'y a pas de disposition sectorielle, mais il faut être attentif au fait que, si vous avez opté pour l'indexation annuelle, vous n'allez pas pouvoir en fait passer à l'indexation trimestrielle avant la fin de la période annuelle. Donc, si je prends un exemple ici, si vous utilisez actuellement l'indexation annuelle, il faudra attendre le 1er juillet 2025, en réalité, pour que vous puissiez passer au montant, à l'indemnité trimestrielle. Alors,
évidemment, hein, s'il faut encore le préciser, quand vous octroyez des remboursements sur la base de cette indemnité kilométrique, ça doit évidemment apparaître sur la fiche fiscale et c'est considéré comme étant des montants qui sont fixés sur la base de normes sérieuses aux yeux de l'ONSS et du fisc. Voilà. Alors, une petite question pour vérifier si vous avez été bien attentif par rapport à ce point-ci. Xavier, je vous laisse faire passer le petit sondage par rapport à ceci. Merci beaucoup. Alors, la question est la suivante. Le secteur prévoit une indexation annuelle de l'indemnité kilométrique. L'employeur peut-il accorder un montant plus élevé? Alors ici, je vois qu'il y a certaines réponses qui commencent à arriver. Je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Donc, on a vraiment ici un secteur qui prévoit une indexation annuelle de l'indemnité kilométrique, c'est-à-dire que ici, le secteur suit l'arrêté royal de 1965. Et la question, c'est est-ce que vous pouvez alors, vous, en tant qu'employeur, octroyer un montant plus élevé à votre travailleur? Alors ici, je vois que les réponses sont assez partagées. La réponse, elle est aussi relativement partagée. De nouveau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous voulez passer maintenant à l'indexation trimestrielle et si ça correspond au montant supérieur, vous pouvez le faire, mais il faut attendre la fin de la période annuelle pour pouvoir le faire. Et attention, par contre, si ce n'est pas votre intention, mais vous voulez juste octroyer plus, là, il faut garder à l'esprit que si vous octroyez plus aux travailleurs que ce qui est prévu ce qui est accepté par l'ONSS et le fisc, eh bien, vous risquez de devoir, de voir cette indemnité être requalifiée en rémunération, c'est-à-dire être soumise à l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale. Voilà. Alors, ici, Donatienne, je te redonne la parole. Alors, un tout petit point ici. Juste pour faire bref, mais comme on en est à parler des nouveautés entrées en vigueur au 1er janvier 2025, bon, ce n'est pas une nouveauté, mais par contre une adaptation du montant bien connu. Pour rappel, quand un travailleur, par exemple, utilise son véhicule privé pour se déplacer, pour ses déplacements domicile lieu de travail, s'il opte pour la déduction forfaitaire des frais professionnels, eh bien, vous savez qu'il y a toujours un montant annuel, il y a une exonération annuelle d'un certain montant sur ce qui lui est remboursé pour ses déplacements domicile lieu de travail. Ce montant est passé à 500 € en 2025, ce qui fait par mois, puisque quand on calcule les salaires, on répercute ça par mois, ce qui fait un montant de 41,60 € par mois. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé de du montant en vigueur actuellement, si jamais vous n'en avez pas encore entendu. Je te repasse la parole du coup, Liliana. Bien, merci. Alors avant d'aborder la question du budget de mobilité, on va commencer par une petite question à ce sujet. Xavier, je vous laisse afficher la question. Alors, vous êtes sans doute vous avez déjà sans doute eu connaissance du budget mobilité. Eh bien, une petite question en la matière. Est-ce qu'un travailleur qui est éligible à une voiture de société, mais sans permis de conduire, peut utiliser le budget mobilité pour, par exemple, financer son loyer? Alors ici, je vous laisse quelques instants pour y répondre. Je vois que certaines questions arrivent. Donc, on parle d'une personne qui, comme elle n'a pas son permis de conduire, eh bien, elle a renoncé à l'usage de la voiture de société, mais la question est de savoir si malgré cela, elle peut quand même bénéficier du budget de mobilité. Voilà, hop. Alors ici, la réponse attendue était en fait effectivement oui, puisque un travailleur en fait un travailleur qui est éligible à la voiture de société, eh bien, il signifie un travailleur qui est éligible à la voiture de société, ça signifie qu'il a le droit à une voiture de société, mais qu'il renonce simplement à en faire usage. Or, tous les travailleurs qui, dans le cadre du système salarial applicable chez l'employeur, disposent d'une voiture de société ou qui sont éligibles, sont pris en considération pour le budget mobilité. Donc, c'est intéressant à savoir. Donc, une personne qui n'a pas le permis de conduire chez vous, mais qui pourrait, en vertu de sa fonction,
avoir une voiture de société, eh bien, il pourrait quand même rentrer dans le système de budget mobilité. Voilà, ça c'était une petite précision à ce sujet, mais je reviens quand même sur le principe même du budget mobilité. Donc, pour rappel, le budget mobilité, c'est une mesure qui au départ n'a pas connu beaucoup de succès. Ça a forcé un peu le législateur à revoir sa copie en 2022 et à faire en sorte de rendre le budget mobilité plus attractif dans l'optique en fait de promouvoir le verdissement des flottes de véhicules de société. Alors le budget mobilité, c'est donc un budget que l'employeur va octroyer à ses travailleurs comme alternative à la voiture de société. Et en fait, le travailleur, il peut utiliser ce budget pour injecter en fait le dit budget dans un des piliers qui constitue le budget mobilité. Le pilier 1, c'est choisir une voiture qui est plus respectueuse de l'environnement. Le pilier 2, c'est opter pour les transports durables. Alors, si le travailleur n'a pas épuisé l'intégralité de son budget dans le pilier 1 en choisissant une voiture de société, il va pouvoir injecter le solde soit dans le pilier 2, soit dans le pilier 3. Enfin, il peut même le faire dans les 3 s'il a suffisamment de budget. Tout dépendra finalement de cela. Mais donc, le pilier 2, il est composé des moyens de transport durables. Il y a aussi la possibilité d'injecter ça dans le financement du loyer ou du crédit hypothécaire. Et enfin, il y a le pilier 3, c'est le solde que l'employeur va pouvoir verser une fois par an. Donc ça, ce sont les 3 fondements du budget mobilité. Alors, ce qu'il faut préciser ici, c'est ça qui a changé en 2025, c'est que le budget mobilité doit toutefois respecter certaines limites qui, justement, sont indexées chaque année. Et ici, depuis le 1er janvier 2025, eh bien, le budget mobilité alloué aux travailleurs doit s'élever à minimum 3 164 € et maximum à 1/5 de la rémunération totale brute du travailleur, avec un maximum absolu en fait de 16 875 € par année civile. Donc, comme je vous le disais, c'est indexé annuellement. Nous, ce qu'on peut évidemment vous recommander, c'est de préciser le montant du budget mobilité dans la convention que vous allez conclure avec votre travailleur pour la mise en place du budget mobilité. Et alors, fatalement, c'est en fait au moment où vous allez mettre en place, où vous octroyez le budget mobilité aux travailleurs, qu'on va vérifier si ces montants sont respectés. Il se peut que ça varie au gré du temps, en fait, parce que le travailleur a un changement de fonction, a une promotion et que donc ça va avoir un impact sur son budget. Mais c'est à ce moment-là alors qu'on va vérifier à chaque fois si les montants qui sont repris ici sur la slide sont respectés. Donc ça, c'était pour le budget mobilité. Et ça m'amène alors au dernier sujet par rapport aux mesures qui sont déjà qui sont déjà en vigueur en fait en matière de mobilité, c'est le télétravail. Alors, il y a le télétravail en tant que tel, voilà, c'est pas un moyen de transport, mais évidemment, ça a un impact considérable sur la mobilité des travailleurs. En matière de télétravail, eh bien, donc je reviens quand même juste sur le principe du télétravail, c'est le fait que quand le travailleur va pouvoir faire du télétravail de manière structurelle, c'est-à-dire au moins une fois par semaine en moyenne, l'employeur peut lui rembourser les frais qu'il engage du fait du télétravail. Et ces frais, eh bien, il y a toute une série de forfaits qui sont acceptés par le NSS et le fisc. Ce qui est intéressant, c'est que ces forfaits, ces indemnités forfaitaires que l'employeur va pouvoir octroyer, eh bien, elles sont exonérées sur le plan social et fiscal à condition de respecter certains plafonds. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ici. Il y a tout d'abord des forfaits qui n'ont pas évolué depuis un petit temps. On a un forfait de 20 € pour le travailleur qui utilise sa connexion Internet privée lorsqu'il fait du télétravail. Donc ça, c'est un forfait qui est quand même octroyé de manière assez régulière. C'est un forfait maximum. Même chose, un forfait de 20 € pour le travailleur qui va utiliser un ordinateur privé quand il va faire du télétravail. Donc c'est le travailleur à qui on n'a pas mis à disposition un ordinateur professionnel, enfin un ordinateur de société entre guillemets, mais qui va utiliser son ordinateur privé, eh bien on va pouvoir lui octroyer une indemnité forfaitaire de 20 €. Et on a aussi des forfaits pour l'utilisation d'un deuxième écran, d'une imprimante, d'un scanner privé quand le travailleur fait du télétravail. Donc c'est un forfait de 5 € par appareil, mais avec un maximum absolu de 10 € par mois. Donc ça, ce sont les forfaits qui ne bougent pas trop. Et puis, on a l'indemnité de bureau. Donc, c'est ici le premier forfait que vous voyez sur la slide, qui s'élève à 154,74 € par mois. Donc, c'est une indemnité en fait qui est indexée à chaque fois que l'indice pivot est dépassé. Et ici, à l'heure actuelle, je pense que le dernier dépassement, c'était au mois de juin 2024. Eh bien, il s'élève depuis lors à 154,74 €. Voilà, ça c'était le point par rapport au télétravail et je redonne la parole à ma collègue Donatienne pour la suite. Oui, merci Liliana.
Donc, dernier point, c'est les nouveautés à venir. Premièrement, je vais vous parler donc de nouveau de l'intervention domicile lieu de travail. Je vais simplement vous parler de la nouvelle CCT 19 qui est la 1911. Alors la CCT 19, c'est quoi? C'est la convention collective qui prévoit l'intervention de l'employeur dans les déplacements domicile lieu de travail lorsqu'ils sont effectués via les transports, le transport par voie de chemin de fer ou les transports publics autres que les chemins de fer. Et la CCT 19, l'ancienne version, donc c'était la CCT 19.9, elle avait été publiée en 2019 et donc on avait des grilles tarifaires qui reprenaient, vous voyez certainement ces tableaux, hein, pour une distance correspondante, l'intervention de l'employeur. Ce qu'il y a, c'est que les tarifs de la SNCB, ils augmentent chaque année au mois de février et normalement, ces tableaux auraient dû être mis à jour tous les 2 ans. Il aurait fallu une renégociation tous les 2 ans. Ça n'a pas été fait. Et donc, il y avait vraiment finalement un écart assez important entre les tarifs qui sont repris dans les tableaux tarifaires de la CCT 19.9 et le prix finalement réellement payé par les travailleurs pour notamment les déplacements par voie de chemin de fer. Et donc, ici, l'année dernière, donc en 2024, la CCT 1911 a été publiée et a prévu de nouvelles grilles tarifaires, applicables à partir de juin 2024. Et surtout, on a introduit cette notion de majoration en fait de cette grille tarifaire. C'est-à-dire que maintenant, chaque année, au mois de février, il est prévu que les montants de la CCT 19 vont également être adaptés. Donc, il y a un mécanisme d'indexation à chaque adaptation de la carte train au mois de février. Alors, c'est une indexation, mais qui est quand même plafonnée, 2,5%. Donc, ce n'est pas nécessairement toute l'indexation, toute l'augmentation des coûts des chemins de fer qui vont automatiquement être répercutés sur l'intervention de l'employeur, mais il y a quand même une majoration de ces montants qui est prévue, une indexation de ces montants, qui est prévue chaque année. En plus de ça, dans la nouvelle CCT 19, donc la CCT 19.11, l'intervention de l'employeur est passée de 70% à 71,8%. Donc, il y a quand même maintenant une augmentation pour l'intervention de l'employeur, non seulement quand il y a une intervention pour un travailleur qui se déplace via le chemin de fer, mais ça va également impacter le travailleur qui utilise des transports en commun, qui sont des transports en commun sans être les chemins de fer, pour lesquels on renvoie, si vous regardez dans la CCT, on renvoie en général pour déterminer l'intervention de l'employeur, également au coût de la carte train pour la distance correspondante. Donc, il va y avoir une augmentation de l'intervention de l'employeur pour les travailleurs qui se déplacent en train ou pour les travailleurs qui se déplacent avec d'autres transports publics. De toute façon, ce qu'il va falloir faire pour chaque employeur, c'est aller vérifier ce qui est prévu dans sa CCT sectorielle et puisque c'est toujours ça le point de départ de l'intervention de l'employeur. Donc, s'il y a une CCT sectorielle ou une CCT d'entreprise qui existe déjà au niveau de l'entreprise, il est possible que, en fonction de ce qui est prévu dans cette CCT existante, les modifications à intervenir ici n'impactent pas l'intervention de l'employeur. Pourquoi? Parce que, imaginons que l'employeur ait, au sein de l'entreprise, conclu une convention en choisissant d'intervenir à concurrence de 80% du coût de la carte train, il est possible que son intervention ici ne soit pas impactée par cette nouvelle disposition. Donc, il n'y aura pas nécessairement d'augmentation pour tout le monde, toujours aller voir ce qui se fait au niveau du secteur, au niveau de l'entreprise. Et alors, pour ce qui est des transports privés, là aussi, il faudra aller voir ce qui a été décidé, puisque la CCT 19 ne prévoit pas automatiquement d'obligation d'intervention pour le travailleur qui se déplace pour son domicile à son lieu de travail avec son véhicule privé. Mais par contre, il y a des secteurs qui le prévoient et il y a des entreprises qui le prévoient. Si c'est prévu, il faut aller voir comment ça a été stipulé et vérifier si ça
ça fait référence, par exemple, à la CCT 19 telle qu'elle existait au moment où la CCT a été conclue, il est possible qu'on se base encore sur les tableaux qui existaient précédemment, donc qui ont été publiés en 2019. Donc, vraiment toujours bien voir ce qui se passe au niveau du secteur, au niveau de l'entreprise, pour déterminer quelle est votre intervention. Mais donc, sachez que pour toute une série des travailleurs qui se déplacent en train et en transport public, la publication de cette CCT va avoir ici un impact sur l'intervention de l'employeur qui va être adapté à partir de février 2025. Autre chose, j'en profite juste pour rappeler que si l'employeur décide d'intervenir de manière plus importante dans l'abonnement de train que ce qui est prévu dans la CCT 19 ou dans une CCT sectorielle ou d'entreprise, il peut aussi bénéficier d'un crédit d'impôt, en tout cas pour l'année 2025 et 2026, en sachant toujours, comme c'était le cas pour le crédit d'impôt pour l'indemnité vélo, que le crédit d'impôt va impacter évidemment la déductibilité de ces frais dans le chef de l'employeur. Dernier point, je vois que le temps passe, je vais essayer de clôturer rapidement. Je voulais juste vous signaler que ce que je viens d'expliquer va également impacter l'indemnité octroyée dans le cadre d'un transport collectif ou d'un covoiturage organisé par l'employeur, puisque simplement le montant de l'indemnité versée par l'employeur dans le cadre du transport collectif ou du covoiturage organisé, j'insiste bien, c'est sur le covoiturage qui est organisé par l'employeur, on dit bien qu'il y a une exonération pour autant qu'on ne dépasse pas le prix d'un abonnement de première classe en train pour une distance équivalente. Donc, ayez juste ça en tête. Et alors, dernier point, là, il n'y a pas encore de texte, on n'est pas encore du tout sur quelque chose de certain, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Simplement, je voulais vous parler du fait que les véhicules hybrides rechargeables devraient à l'avenir coûter plus cher. Pourquoi? Parce que simplement la Commission européenne a constaté qu'il y avait une différence vraiment importante entre la consommation CO2 théorique et la consommation réelle des véhicules hybrides. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait référence, la consommation théorique était basée sur une utilisation limitée du véhicule au niveau essence, etc. Et maintenant, on se constate que dans les faits, cet usage, ces véhicules coûtent vraiment beaucoup plus cher, leur consommation réelle en fait est beaucoup plus importante au niveau de la consommation en CO2. Par conséquent, il y a un changement réglementaire qui devrait intervenir. Pourquoi? Simplement pour modifier le calcul des émissions de CO2 de véhicules hybrides rechargeables pour qu'ils correspondent davantage à la consommation réelle. Alors, c'est au niveau européen. Donc, ça veut dire qu'il va d'abord falloir y avoir une réglementation européenne et puis une transposition chez nous. Donc, ce n'est pas nécessairement pour demain, mais sachez que c'est quelque chose qui est dans les cartons et qu'a priori, le taux d'émission CO2 de ces véhicules va augmenter sur le certificat de conformité et que par conséquent, une fois que ce sera adapté, il y aura une augmentation du coût de ces véhicules. Je passe la main à Lindiana. Alors, on va terminer ici par juste revenir sur les prochaines échéances qui vous attendent. Il y a tout d'abord l'enquête de mobilité fédérale qui, normalement, devait être rendue pour le 31 janvier 2025 ou plus tard, mais finalement, il y a une prolongation du délai. Donc, vous avez jusqu'au 28 février 2025 pour la remettre. Alors, cette enquête de mobilité fédérale, elle concerne tous les employeurs qui occupent en moyenne 100 travailleurs. C'est une obligation, c'est une enquête qui se fait tous les 3 ans. Et l'objectif, en fait, c'est de fournir des renseignements sur l'organisation du temps de travail dans votre entreprise, sur les modes de déplacement des travailleurs, sur les problèmes de mobilité, d'accessibilité à l'entreprise, sur votre politique de mobilité. Et donc voilà, il y a tout un formulaire que vous pouvez remplir et que vous retrouvez sur le site du SPF Emploi. Et comme je disais, ce formulaire doit être rentré pour le 28 février 2025 au plus tard. Il y a ensuite également le plan de déplacement, ça concerne les employeurs bruxellois. Donc ça concerne également les entreprises qui occupent plus de 100 travailleurs sur un même site sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Ici, en fait, l'objectif, c'est que l'employeur établisse un diagnostic de la mobilité dans son entreprise. Ce diagnostic décrit et analyse les déplacements des travailleurs et des visiteurs ainsi que l'accessibilité de l'entreprise.
et l'employeur doit ensuite établir un plan d'action concret visant à améliorer la situation. Alors, petite précision, donc ce plan de déplacement pour les employeurs bruxellois, c'est jusqu'au 31 janvier 2025 pour la deadline, mais si vous avez déjà, en fait, si vous remplissez ce plan de déplacement, eh bien, vous ne devez pas remplir à nouveau l'enquête de mobilité fédérale. Vous pouvez simplement renvoyer vers le plan de déplacement que vous avez remis à la région pour pouvoir vous libérer de cette obligation. Voilà, je pense qu'on a terminé ici avec, donc on vous a fait l'aperçu qu'on souhaitait vous fournir, c'est-à-dire toutes les mesures qui sont déjà en vigueur, les mesures qui vont prochainement entrer en vigueur. Ça, c'est le dernier point ici que Donatienne abordait. Et enfin, les prochaines échéances qui vous attendent. Moi ici, eh bien, je terminerai juste, c'est bien par vous inviter à consulter le site internet de notre académie qui propose tout un catalogue de formations. Vous avez ici déjà un aperçu des formations à venir, mais le catalogue est plus large. Donc, vous avez par exemple une formation ici sur la manière de rédiger un règlement de travail. Donc, c'est un workshop pour vous assurer que toutes vos obligations en la matière sont respectées puisque c'est un document social obligatoire. Donc, il aura lieu le 18 février 2025. Il y a également une formation en gestion du salaire qui sera donnée. Donc là, c'est une formation très, très pratique. Et enfin, toute une série d'ateliers en matière de sanctions disciplinaires, donc sur comment sanctionner le travailleur sans le licencier, ou encore sur la motivation du licenciement, vu le nombre important de demandes qu'on reçoit à ce sujet. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un refresh à ce sujet. Et voilà, donc ça c'est, comme je vous disais, le catalogue qui est disponible sur le site de l'Académie. Et il ne me reste plus alors qu'à vous remercier pour votre attention. Et voilà, Donatienne et moi, on reste disponibles pour vos questions. Alors, on a déjà essayé de répondre à une série de questions qui étaient apparues sur le chat. S'il y a certaines auxquelles on n'a pas pu répondre, ne vous en faites pas, on ne vous oublie pas, on reviendra dessus. C'est peut-être juste qu'on a besoin de faire une recherche complémentaire à ce sujet, mais le chat restera ouvert, donc on pourra vous revenir ultérieurement au sujet de vos questions. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois ici. Moi, je pense que Je vous crois que pouvez. quelqu'un a levé la main, mais je ne vois plus. Je ne sais pas si la personne a retiré. Toi, Donatille, je ne sais pas si tu vois quelque chose. Encore Non, le faire, hein, on reprendra après. Donc, attendez, je reviens en allez-y, arrière. si vous Ah oui, avez des pardon, Colette, questions. je vous en prie, allez-y. Oui, voilà, je vois que Frédéric Pérou a une question. Frédéric, si Oui. tu veux la poser en live, vas-y. Oui. Bonjour, merci. Oui, ça concerne la première question que l'Indiana nous a posée sur l'obligation d'acquisition des véhicules zéro émission à partir de 2026. Donc, effectivement, dans le budget mobilité fédérale, dans le pilier 1, on est obligé à partir du 1er janvier 2026 d'acquérir des véhicules zéro émission, mais hors budget mobilité, on peut tout de même encore acquérir des véhicules hybrides rechargeables et thermiques. Alors, oui, non, ma question. Mais ils seront beaucoup plus Pardon. taxés, mais on peut encore le faire. Oui, mais et en plus, ma question, c'était vraiment pas juste par rapport au budget mobilité lui-même, hein, c'était c'était justement de manière générale, en fait. Le verdissement, ça ne concerne pas que le budget mobilité, mais voilà, c'est un objectif. Maintenant, effectivement, il y a encore la possibilité d'avoir des véhicules qui ne sont pas neutres en carbone, hein. Donc, vous parliez des véhicules hybrides, donc ça, effectivement, il y a encore cette possibilité. Il y a encore cette possibilité. Ok, mais qui seront beaucoup plus taxés, mais ça va. Merci en tout Tout à cas. fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent poser une question? On dirait que c'était clair. Bravo, en tout Super, cas, de toute merci. façon, avec plaisir, mais comme on disait, si vous avez une question ici qui vous revient dans la suite de la présentation, mais n'hésitez pas à la mettre sur le chat et Donatienne et moi, on fera notre mieux pour y répondre, même si ce n'est pas ici directement pendant la formation. Voilà. Ok. Alors maintenant, moi, je vais passer la parole à ma collègue Béatrice Cobens qui va vous présenter d'autres changements en termes de mobilité en 2025. Est-ce que vous pourriez retirer vos slides, comme ça on pourra partager de notre côté. Et je laisse Béatrice à la manœuvre pour la suite. Voilà. Vous voyez bien mes slides? Oui. On va supposer que oui. Oui, on les voit. Parfait. Donc voilà, quelques changements
qui arrivent aussi en 2025 et qui ne sont pas du ressort de la fiscalité, ou en tout cas pas du ressort de la paye, et donc qui ne sont pas liés à un secrétariat social, mais dont on voulait quand même vous toucher un petit mot. Donc on va parler des obligations en électromobilité, c'est la manière élégante de parler des bornes de recharge pour véhicules électriques. Quelques petits changements au niveau du transport public, la redevance kilométrique pour les poids lourds, un petit changement au niveau du contrôle technique et un beau projet qui aura lieu en 2025, c'est-à-dire le PME Bike Coaching. Alors, concernant les bornes, il y a 2 règlements européens qui nous affectent. C'est le règlement PEB et AFIR. Donc PEB, a priori, vous en avez entendu parler, c'est le règlement c'est la directive plutôt sur la performance énergétique des bâtiments, donc l'isolation, le chauffage, etc. Mais aussi l'électromobilité. C'est une directive européenne, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois une base européenne minimale et puis les États membres ont jusqu'à 2 ans pour la transposer dans leur loi locale. Évidemment, en Belgique, eh bien, c'est toujours plus compliqué. Donc, on a en Belgique 3 transpositions des règlements PEB selon les 3 régions. Donc ici, on va regarder quelles sont les obligations en Wallonie. Donc jusqu'ici, jusqu'au décembre 2024, la PEB s'appliquait uniquement aux bâtiments neufs, nouvelles constructions et aux rénovations importantes. Et l'obligation, c'était que pour tous les bâtiments qui ont au moins 10 places de stationnement, qu'il y ait au moins une borne de recharge et du raccordement pour une place sur 5. Donc raccordement, c'est vraiment uniquement les gaines, le passage, les goulottes, enfin, de pouvoir par la suite tirer des câbles, mais pas un pré-câblage. Et donc, il n'y avait pas d'obligation sur les bâtiments existants. Depuis le 1er janvier, pour la Wallonie, eh bien, les obligations s'étendent aussi aux bâtiments existants. Donc, pour tous les bâtiments existants, neufs ou subissant des rénovations importantes et disposant d'au moins 20 places de parking, eh bien, l'obligation, c'est d'avoir un point de recharge et une place sur 5, donc pas littéralement une place sur 5, mais 20% des places qui sont déjà pas pré-câblées, mais sur lesquelles on a la possibilité de tirer les câbles, donc qui ont des gaines déjà mises en place. La difficulté de ce règlement, ah oui, voilà, voici le texte légal pour ceux qui souhaiteraient le lire. On vous l'enverra évidemment dans les slides à la suite de ce webinaire. La partie sur laquelle je voulais insister, parce que c'est souvent l'inquiétude quand on se rend compte qu'on a une obligation déjà depuis 28 jours, c'est de savoir quel est le montant des amendes. Donc, il y a 100 € par manque de gain et 4 000 € par manque de points de rechargement, c'est-à-dire en général un par parking. On est bien conscient que cette réglementation était très méconnue des entreprises et que la majorité des entreprises sont en infraction. Et donc, voilà, on essaie d'informer un maximum de gens à la cellule mobilité. Ce webinaire est une des initiatives qu'on a prises en ce sens. On l'a aussi publié dans différents articles sur notre site web, notre magazine, etc. Mais on a également des collègues qui ont alerté la ministre et l'administration sur la difficulté de mettre en œuvre cette réglementation. Et donc, voilà, on essaye aussi de vous faciliter la vie par l'autre billet. Et pour savoir à quoi vous attendre pour la suite, la prochaine directive PEB est déjà sortie au niveau européen. On ne sait pas comment elle sera transposée au niveau wallon, mais donc on sait déjà quelle sera la norme minimale qui nous sera imposée par l'Europe. Donc à partir du 1er janvier 2027 au plus tard, c'est la limite qu'on a pour pouvoir transposer cette réglementation, eh bien les bâtiments existants de au moins 20 places de stationnement devront avoir un point de recharge ou 50% des places qui sont raccordées avec des gaines. Et on aura des normes encore plus strictes pour les bâtiments neufs et les grosses rénovations, c'est-à-dire qu'à partir de 5 emplacements de stationnement, donc même des parkings relativement petits, il faudra avoir un point de recharge sur 5 places, voire même une place sur 2 quand il s'agit de bureaux. Voilà, on est quand même sur une norme assez importante, et en plus du pré-câblage sur la moitié des places, et encore sur le reste, au moins les gaines. Donc il faudrait quelque chose sur chaque place de parking pour les nouveaux bâtiments, ne fût-ce que des gaines pour la moitié.
Voilà, ça c'est l'ensemble des normes au niveau de la PEB. Il y a également un autre règlement, donc AFIR. Là, c'est un règlement, donc il s'applique directement de l'Europe à tout le monde. Il n'y a pas de délai de transposition ou de variation dans la transposition. C'est un règlement qui est déjà d'application depuis avril, mais de nouveau, il est relativement méconnu et donc je voulais refaire un petit point dessus. Donc, il concerne différents aspects de la recharge avec des carburants alternatifs. Donc, on parle d'électricité, mais aussi d'hydrogène et de méthane. Mais voilà, sur la partie sur les bornes électriques, le but du règlement, c'est de renforcer la transparence pour les utilisateurs, donc de savoir combien ils vont payer et de faciliter le paiement pour ceux-ci. Donc pour les bornes qui sont accessibles au public, que vous avez peut-être sur le site de votre entreprise, eh bien, il faudra faciliter le paiement, c'est-à-dire que pour les bornes qui sont neuves et qui rechargent à une vitesse moindre que 50 kW, il faudra une possibilité parmi un terminal type banc contact, un terminal sans contact ou un paiement par QR code type Payconic ou les autres apps bancaires. Et pour la recharge rapide, donc au-delà de 50 kW, pardon, eh bien, il faut au moins un banc contact ou un terminal sans contact. Donc, la possibilité de QR code n'est pas une des options possibles pour la charge rapide. Et pour l'existant, il n'y a pas d'obligation pour la charge semi-rapide ou lente, mais par contre, si vous avez de la charge rapide sur votre site, donc au-delà de 50 kW, eh bien, vous devrez vous mettre en ordre d'ici à 2027, et donc avec un terminal bancaire ou sans contact. Au niveau du prix, eh bien, il faudra aussi afficher votre prix de vente. Donc, on sait que ce ne sera pas forcément le prix que l'utilisateur paiera, puisqu'il peut y avoir des intermédiaires entre vous et l'acheteur. Mais néanmoins, vous devez afficher, vous, quel est votre prix de vente. Sur les bornes rapides, il faut un affichage directement à la borne du prix par kilowattheure, éventuellement le prix par minute, le prix par session, enfin tous les prix que vous appliquez. Si on est sur une recharge moins rapide, ça peut aussi être soit de l'affichage, soit la possibilité numérique, donc un QR code sur la borne qui est scannable et qui renvoie par exemple vers une page web que vous maintenez avec vos prix à jour. Donc ça vous évite de devoir forcément installer un écran sur votre borne et de pouvoir simplement avoir ça sur un autre site web. Donc voilà. Il y a aussi d'autres dispositions concernant les bornes, mais a priori, votre installateur les respectera, c'est-à-dire que les bornes doivent être intelligentes, interopérables et communicantes. Mais voilà, a priori, les installateurs le savent et n'installent plus que des bornes qui sont conformes à ces dispositions. Quelques autres petites nouvelles sur AFIR, comme ça vous savez aussi ce qui est prévu. Eh bien, il y a aussi des obligations pour les États, donc vous n'êtes pas directement concerné, mais vous pouvez en être bénéficiaire. Et donc là, les obligations, c'est d'avoir une borne de recharge rapide tous les 60 km sur les autoroutes qui sont jugées prioritaires par l'Union européenne. Ça doit être le cas d'ici à fin 2025, donc on est sur un délai relativement court. Et il y aura également des points de recharge pour les camions. Et là, le délai est un peu plus long. Les États ont jusque 2030 pour être en conformité. Il y a également des obligations similaires pour l'hydrogène, pour le méthane, avec de nouveau l'obligation de respecter la transparence et d'accepter les paiements, comme c'est le cas pour les bornes qu'on a vues tout à l'heure. Et il y a également des obligations pour les ports et les aéroports qui devront permettre la recharge électrique pour les véhicules qui circulent sur les pistes d'atterrissage et sur les quais. Voilà. J'en ai fini pour l'électromobilité. Il y a aussi quelques petites nouvelles sur les offres de transport public. Donc, Donatienne en a parlé tout à l'heure. La plupart des sociétés de transport public augmentent leurs tarifs au 1er février, donc dans 2 jours. Et donc, pour la SNCB, on a une augmentation de 2,91% pour tout ce qui est tickets, les tickets standards et aussi les tickets qui ont des réductions type senior et autres, les tickets week-end. Et c'est aussi toutes les cartes multi-trajets, donc ce qu'on appelle maintenant les local multi, youth multi, standard multi, qui étaient avant RidePass, GoPass et Keycard. Et la même augmentation s'applique sur les abonnements de parking.
Et alors pour tout ce qui est abonnement, on a une augmentation qui est encore légèrement supérieure de 3,03%. Donc tous les abonnements standard, flex, mi-temps et student, et les City Pass et les abonnements illimités. En échange de cette augmentation, nous avons quand même une augmentation de l'offre. Il y a depuis décembre 2024 de nouveau un train qui fait Paris-Bruxelles par Maubeuge. Donc c'est un train qui n'est pas à grande vitesse, mais qui permet quand même de relier les deux capitales en 3 heures et surtout pour un prix beaucoup plus abordable puisqu'il s'agit d'un train tout à fait classique. Il y a également une amélioration de la connexion entre Bruxelles et Amsterdam qui est opérée par les chemins de fer néerlandais. Et un nouveau train de nuit entre Bruxelles et Venise avec quelques arrêts intermédiaires en Italie. Voilà, et alors à une échelle plus locale, au mois de juin, il y aura une amélioration de la connexion entre Schaerbeek, Bruxelles-Schuman et Louvain-la-Neuve, et également une amélioration à la suite de la fin de travaux entre Bruxelles et Nivelles et Bruxelles, Halle et Enghien. Voilà, je vous ai mis le lien vers tous les changements qui ont lieu. Alors au niveau du tech, il y a également une indexation. C'est la première fois qu'ils indexent depuis longtemps, à l'inverse des autres sociétés de transport qui ont déjà bien indexé ces dernières années. Donc ici, c'est une indexation de 3,74% qui touche tous les titres de transport de manière uniforme, à l'exception des tarifs réduits, c'est-à-dire les abonnements 18-24 ans, les BIM et les tarifs seniors, donc plus de 65 ans. Eux, c'était 12 € par an, ça reste 12 € par an, en tout cas tant qu'ils existent, puisque l'abonnement 18-24 ans sera arrêté. Et donc tous les autres titres de transport, les tickets uniques et les abonnements mensuels et annuels subissent cette augmentation de 3,74%. Donc j'ai indiqué quelques exemples de tarifs sur ma slide. Donc la STIB et de Lane ont également une augmentation. La STIB sera de 5% après déjà avoir fait une première augmentation de 5% en septembre. Donc on est à une augmentation bien plus élevée que celle du tech. Le tech a également quelques nouvelles offres. Je ne vous apprends rien, en 2025, ce sera l'année du tram à Liège et la refonte de tout le réseau de bus qui sera désormais organisé autour du tram. Donc je vous ai mis le lien vers le site qui détaille comment sera organisé ce nouveau réseau. Et on a également quelques autres petits changements. Donc la gare de Mons qui se finit et donc les bus de Mons qui sont enfin dans leur nouvelle gare. Et de nombreuses petites adaptations. Je vous ai mis le détail. C'est des lignes extrêmement locales avec des variations de 5 à 10 minutes pour assurer de meilleures correspondances avec le train et des lignes express. Voilà. On a également une indexation de la redevance kilométrique poids lourd. Donc voilà. C'est pour les camions donc, qui disposent d'un obus dans leur habitacle. Ils payent depuis déjà de nombreuses années une redevance kilométrique qui permet d'améliorer le réseau autoroutier. Mais voilà, cette année, il y a une indexation de 2,86% et j'ai remis les tarifs qui seront désormais applicables. Et une petite modification sur le contrôle technique en Wallonie. Donc, le contrôle technique, il s'effectue après 4 ans. Donc, une fois qu'on achète un véhicule, lors de son 4e anniversaire, il doit aller au contrôle technique. Et ensuite, on doit se rendre au contrôle technique chaque année. Il y avait déjà une première exception donc, pour les véhicules neufs. Donc, après la 4e année, on pouvait avoir une exemption et ne pas faire le contrôle technique de la 5e année. Donc, pour les véhicules de moins de 6 ans et de moins de 100 000 km, on pouvait n'y aller que tous les 2 ans. Comme la mesure fonctionne bien, eh bien, à partir du 1er janvier 2025, c'est étendu donc, jusqu'à 8 ans et moins de 110 000 km. Pour ceux qui ne tractent pas de remorque, eh bien, il y aura aussi, on pourra prolonger ce système de tous les 2 ans. Et donc, ça va permettre de désengorger les centres de contrôle technique et de limiter aussi le temps que ça prend aux personnes et les coûts que ça représente. Donc, voilà, un assouplissement qui est tout à fait bienvenu pour les gestionnaires de flotte. Et je voulais clôturer sur une opportunité, donc le PME Bike Coaching. Donc c'est un superbe projet qui est porté par la cellule mobilité de Act for Wallonia.
Donc, c'est un service qui est gratuit pour cette année-ci jusqu'en juin. Le but est de stimuler les déplacements domicile-travail à vélo dans les petites et moyennes entreprises qui ont souvent plus de difficultés à mettre en place une politique vélo. Elle s'appuie sur toute l'expertise qu'on a pu avoir avec le projet Tous Vélo Actifs, que vous connaissez sans doute pour la plupart. Donc, on garde les recettes du succès de Tous Vélo Actifs. On commence par un audit et on rédige un plan d'action pour l'entreprise. Mais la différence, c'est que pour Tous Vélo Actifs, ensuite, c'est à l'entreprise de mettre les moyens humains pour que ce plan d'action soit mis en œuvre. Ici, avec le PME by Coaching, vous aurez la chance d'avoir une personne de la cellule mobilité qui viendra dans votre entreprise pour informer les travailleurs, les sensibiliser et même avoir un coaching individualisé des travailleurs qui le demandent. Donc une nouvelle personne qui voudrait se mettre en selle, un expert pourra l'accompagner pour trouver le meilleur itinéraire, choisir le modèle de vélo qui lui convient, évaluer quelle forme de leasing vélo pourrait lui convenir, etc., etc., et vraiment l'accompagner dans ses premiers coups de pédale. Donc c'est une opportunité assez exceptionnelle d'avoir ce niveau d'accompagnement mis à votre disposition. Alors, ça concerne tout type d'employeurs, mais on vise les employeurs de petite taille, donc c'est PME, ou des entreprises multisites qui auraient des sites de petite taille. Donc voilà, pour répondre à la question de Moira, j'ai mis le contact de Xavier sur la slide, donc c'est lui qui coordonne le projet et vous pouvez le contacter si vous souhaitez avoir plus d'infos à ce sujet ou vous lancer dans le projet. Voilà. J'ai absolument pas lu vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser maintenant et je vais les lire également. Je vous affiche en même temps l'agenda pour la première partie 2025. Donc, on a la formation Mobility Manager qui a lieu 2 fois par an. La prochaine session sera entre mars et mai 2025. Et si vous souhaitez porter votre candidature maintenant, les candidatures sont ouvertes sur notre site et sur celui du service public de Wallonie. Le 10 février, nous aurons le workshop Tous Vélo Actifs. Donc, sur le thème vélo et santé. Le 20 février, un webinaire 60 minutes pour la mobilité sur comment avoir une politique vélo en entreprise et le PME by Coaching. Le 17 mars, un réseau des Mobility Managers sur la gamification et les jeux pour la mobilité. Le réseau de Mobility Managers est limité aux personnes qui s'occupent de mobilité au sein de leur propre entreprise, donc c'est un accès limité. Si vous souhaitez avoir l'accès, vous pouvez en faire la demande. Du 21 mars au 21 juin, ce sera le printemps à vélo et le thème sera révélé au workshop de Tous Vélo Actifs le 10 février, donc on vous y invite très cordialement. On aura aussi un webinaire sur l'offre B2B de la SNCB International, un autre sur les coûts-bénéfices du vélo électrique et en juin, un autre réseau des Mobility Managers sur assistance, assurance et prévention en matière de mobilité. Et je vous annonce déjà, notre colloque annuel sera organisé en collaboration avec le service public de Wallonie. Ce sera le congrès régional des marchandises le 26 novembre. Voilà. Alors, sur les questions sur la PEB que je suis en train de lire, du coup, oui, ça s'applique vraiment à tout le monde. Et je vois que Stéphanie a déjà répondu. Stéphanie a répondu à toutes ces questions-là, donc c'est parfait. Donc c'est parfait. Par contre, il y a encore une question, c'est est-ce que nos gouvernements réfléchissent à modifier la réforme de la taxe de mise en circulation en vigueur en juillet 2025 qui se base sur le poids du véhicule et qui va donc bien désavantager l'électrique? Vas-y. Tu veux répondre? Non. C'est en réflexion. Après, est-ce que ce sera prêt d'ici à juillet 2025? Pour ma part, j'ai pas la réponse. Je sais pas si Colette a plus d'infos. Je sais qu'en tout cas, c'était une ambition dans la DPR, mais de là à voir à quelle échéance ce sera mis en œuvre, mais on n'a pas encore la réponse pour notre part. S'il y en a qui ont des réponses parmi vous, n'hésitez pas à l'ajouter. Nous, en tout cas, on ne l'a pas. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Est-ce que vous voulez encore lever la main? L'event du 17 mars. Alors, oui, Laetitia, tu peux sans problème t'inscrire pour l'event du 17 mars. Normalement,
tu as ou tu vas recevoir une invitation puisque tu fais partie de notre réseau des Mobility Managers, donc il n'y a pas de problème. Le réseau des Mobility Managers étant réservé aux personnes, comme Béatrice l'a dit, qui s'occupent de mobilité dans les entreprises. Mais vous Mais donc pouvez... le formulaire d'inscription n'est pas encore en ligne, donc c'est normal Voilà, que vous n'ayez donc pas voilà. pu vous Voilà. inscrire. Ça va On est en partir train de, prochainement. voilà, on est en train de régler toutes ces questions-là pour le moment. Donc voilà. Voilà. Nos informations. J'espère qu'elles ont été utiles pour vous et qu'elles seront utiles pour vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou vers nos 2 expertes fiscales si vous en avez encore. Vous pouvez toujours les laisser dans la conversation de la réunion. Comme ça, elles les verront et elles pourront directement vous répondre. Et si pas, vous pouvez passer par nous et on fera suivre. Comme ça. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez des services plus spécifiques, Groupes, c'est à votre service pour un accompagnement plus spécifique, évidemment. Hein. On reste dans quelque chose ici de tout à fait général. Maintenant, pour aller plus en profondeur, voilà, ce sont des services payants d'une entreprise, quoi. Voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir... je remercie tous les intervenants de la journée. Merci à nos 2 expertes. Merci à Béatrice. Et puis, bonne continuation dans vos matières de mobilité. Et puis, belle journée aussi pour terminer cette journée aussi. Voilà. Merci à vous. Merci.